Salam alaikum. Bon, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre venue ici pour tout un chacun. Je tiens aussi à remercier à ceux qui ont rendu cet événement possible. En l'occurrence, la mairie de Paris, maison des initiatives, des étudiants ici, de Dunia Web, MOI, Oudimani, l'ensemble des médias de l'océan Indien. Donc, je tiens à remercier ces gens-là et aussi à Comore Impact qui a rendu cet événement possible. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un peu la littérature comorienne. Donc, inutile de préciser qu'il y en a autant, parce que l'exemple est tout à fait simple. Rentrez juste derrière nous, dans le coche qui sont derrière. Il y en a autant de livres que comme on peut l'imaginer. Donc, je tiens tout d'abord à vous orienter par rapport à ce point qui est celle de la littérature comorienne. Bon, avant toute chose, je suis accompagné par ce jeune homme qui est arrivé en France à son âge de 20 ans. Bon, j'ai commencé par exprimer mon opinion, puis rendre ma voix visible à travers les réseaux sociaux. Je finis par ancrer mes pensées sous la forme de l'écriture. Aujourd'hui, auteur de 2 livres, en l'occurrence Rentre ou ferme-la, qui est publié en 2015 sous les éditions de Sélacanthe, suivi de son 2e roman qui est Juste dans son injustice. Je ne veux pas monopoliser la parole parce qu'apparemment notre temps est limité. Donc je vais d'abord orienter notre excellence qui est Monsieur Mladiao. Si vous voulez bien l'applaudir. Voilà. Donc sans trop monopoliser la parole, la voix talentueux vivant qui est Monsieur Mladiao. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Bon, je suis Mladiao Abdelalim. Effectivement, j'ai commencé à écrire depuis 2015. Le premier livre s'appelle Juste dans son injustice. C'est un essai autobiographique qui a comme sous-titre « On ne peut pas ériger la tradition comme seul et unique projet de société ». C'est un essai autobiographique, d'abord une autobiographie parce que ça relate ma vie depuis ma naissance jusqu'à mon université ici, jusqu'à le fait que je sois entré dans le monde professionnel. Et c'est pas toute ma vie, mais les éléments qui m'ont semblé les plus intéressants, qui ont eu pour but de faire quelques analyses et de faire quelques propositions. Donc c'est en cela que c'est un essai, parce que ça ne s'arrête pas au fait de raconter ma vie. Hein. Je suis pas une star, je n'ai rien réalisé de grand, parce que souvent les gens qui font des autobiographies, c'est des grands stars, c'est des hommes politiques, c'est des gens qui ont découvert je ne sais quoi. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. C'était une des reproches qu'on m'a faites, c'est-à-dire qu'à 32 ans, j'écris une autobiographie. Mais l'idée là-dedans, ce n'était pas me la raconter. Je n'ai pas inventé la roue. Je me suis inspiré d'un certain Obama, avant qu'il soit élu, qui a écrit Les rêves de mon père au même âge, c'était à 33 ans. L'idée n'était pas chez lui de raconter sa vie parce que personne ne le connaissait. À l'époque, il était encore étudiant. Mais c'était plutôt d'aborder la question de la race aux États-Unis. Donc moi, j'ai profité de ma vie pour aborder un certain nombre de sujets. On n'aura pas le temps de tous les aborder, mais peut-être que le sommaire peut permettre un peu de vous faire une idée du livre.
Alors, il y a le prologue, il y a l'enfance, il y a Moroni. Alors, Moroni, ça me permet, justement, ça me vient juste comme ça, hein, ça me permet d'aborder là-dedans le sujet des Moroniens de souche et les campagnards. Donc, je pense que vous êtes au courant qu'il y a une polémique en ce moment sur les réseaux sociaux. Un certain maire de Moroni qui, pour défendre la politique de Kiki de chasser les marchands et les torengues là, des trottoirs de Moroni, que ça peut être une bonne idée, hein, même si, à mon avis, il faudrait réfléchir à long terme, à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là. C'est une politique à long terme. Comment on les oriente pour qu'ils fassent autre chose. Il suffit pas de venir dire dégager parce qu'on veut rendre la ville propre, alors qu'on ces citoyens-là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après. Donc, pour défendre cette politique, il dit bon, ces gens-là ont chez eux, si c'est trop cher ici, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Donc, en d'autres termes, Moroni, c'est pas chez eux, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Donc, dans ce chapitre, j'aborde cette question des Moroniens de souche, comme ils aiment s'appeler, les campagnards, et ce complexe d'infériorité de certains qui oublient que les rênes du pouvoir aujourd'hui ne sont pas entre les mains des Moroniens. Donc, moi, j'appelle ça un complexe anachronique, parce que c'est plus les Moroniens d'avant, mais c'est des gens de nos villages qui ont le pouvoir aujourd'hui. Mais aussi un complexe de supériorité primaire qui habite certains Moroniens, qui aiment renvoyer les autres à leur campagne, à leur je ne sais quoi. Donc, ça vous donne une idée du premier chapitre. Le second, c'était le départ. Donc, ça a trait avec le sujet qui est abordé aujourd'hui. C'est-à-dire que je cherchais un visa à l'ambassade française. J'ai eu les mêmes problèmes que vous avez eu tous. L'attestation de virement bancaire, alors que les autorités savent que personne aux Comores, même un ministre, n'est capable de faire un virement tous les mois de 500 € à un étudiant ici. Donc c'est la pire hypocrisie, c'est juste une façon de sélectionner les candidats. Donc voilà, j'ai eu ce même problème. J'ai eu la remarque de l'agent à l'ambassade qui m'a dit, bon, j'espère qu'après, quand il m'a donné le visa, en me disant, j'espère que vous allez rentrer. Quelque part, il avait raison, mais bon, je me sens coupable de ne pas rentrer. Mais pourquoi je ne suis pas rentré? Ça, je pense que vous tous, vous savez pourquoi. Et il y a eu aussi l'université, donc les problèmes que vous avez rencontrés, ou vous rencontrez tous, le logement, le fait d'être viré là où vous êtes hébergé, de pouvoir vous débrouiller, le problème de trouver un petit job pour pouvoir manger, hein, parce qu'il m'arrivait de passer des journées entières sans manger à la fac, parce que je n'avais aucune ressource, c'est des réalités, voilà. Et puis, j'ai rencontré aussi, et c'est une question qui a été soulevée ici, c'est que au Comores, on apprend en langue française. Je pense que c'est vous qui avez abordé le problème de la langue. C'est qu'on apprend en langue française toutes les matières. Mais le seul souci, c'est que après les cours, on parle comorien. Ce n'est pas mauvais non plus, c'est notre langue. Mais il faudrait peut-être apprendre en comorien. Mais le problème qui se pose, c'est que est-ce que nous sommes capables de traduire toutes les manuels de maths, de biologie en comorien? C'est une question que j'essaie d'aborder dans ce sujet-là. Ce qui fait que beaucoup arrivent ici en première année, ils sont perdus parce que c'est très difficile. Avant, on nous écrivait dans le tableau et on recopiait. On appelle ça le jaka. Et ici, il faut prendre note. Donc, il faut suivre ce que le prof dit. Et il y a beaucoup qui avaient du mal parce que ce n'est pas qu'ils soient mauvais, c'est juste que la langue française n'est pas leur quotidien au Comores. Donc, il faut s'y faire d'abord avant de pouvoir suivre les cours. Et ensuite, retour aux Comores. Quand je suis arrivé, l'idée que les gens se font du je viens. Voilà, le je viens, celui qui vit bien. Et ceux qui viennent là-bas inconsciemment, qui incitent les autres à venir parce que ils viennent avec tout ce qu'il y a de visible, du genre voiture, costume, l'argent à gogo, qui fait que ceux qui sont là-bas ont l'impression qu'il suffit d'arriver pour gagner tout ça. Donc, par exemple, je vous donne une anecdote. Quand j'étais aux Comores, je vendais des sandwichs dans l'épicerie de mes parents. Et il se trouve que
il y a une starlette, une star à l'époque qui est venue dans l'épicerie parce que quand je suis rentré, j'ai repris mes activités. Je pouvais pas laisser mes parents continuer à vendre les sandwichs alors que j'étais là. Donc j'ai repris, je vendais les sandwichs pendant un mois. Et il y a un jeune homme qui arrive, à l'époque c'était Buanam Zebwana, si je me rappelle bien. Et il est arrivé avec un pote qui me connaissait, qui me dit, tu sais que c'est un Jevien, celui qui nous vend les sandwichs, qui me dit, oh, mais ça doit être un Jevien de Madagascar. Ça ne peut pas être un Jevien de Paris. Pourquoi? Parce que dans sa tête, bon, il est arrivé maintenant, il est ici, je pense qu'il a compris qu'il avait tort. Donc, dans sa tête, c'est que un Jevien ne pouvait pas revenir aux Comores et revendre des sandwichs. Et j'allais chercher l'eau à la pompe pour éviter à mes parents d'aller chercher l'eau à la pompe parce qu'on était tous à l'extérieur. Il y a un type qui m'a appelé dans la rue qui me dit, mais tu n'as pas à faire ça, donne-nous un billet, on va remplir les bidons, on va ramener chez toi. Pourquoi? Parce que tu es un Jevien. Voilà. Donc, j'essaie d'aborder ce petit sujet-là pour montrer dans ce chapitre-là. Et puis, il y a aussi le chapitre Gada. Gada, c'est parce qu'avant, j'étais en couple avec une jeune femme malienne et j'étais confronté aux réflexions racistes. Je ne dirais pas racistes parce que c'est leur donner raison qu'on n'est pas noir. D'accord? Donc c'est pas raciste, je dirais de l'autodénigrement. Des gens qui me faisaient des réflexions du fait que j'étais en couple avec une jeune femme d'origine malienne. Donc vous connaissez tous ce terme, Gada. Et je veux au fond de la réflexion en disant qu'on a tendance à à se prendre pour des Arabes. Bien que je sois d'accord que notre culture a une grande part d'arabité, qu'on ne peut pas nier, nous faisons partie de cette culture swahili, un ensemble d'apports indiens, d'apports arabes, d'apports de l'Ouest africain, de l'Est africain, mais je pense que nous sommes africains ne serait-ce que par notre peau. Hein. Ça, vous me mettez avec un Sénégalais à côté, vous prenez un Français que vous lui dites qui est l'arabe parmi les deux, il va vous dire, vous êtes en train de foutre de ma gueule. C'est deux noirs. Donc, et cette espèce de dénigrement des autres Africains, on a tendance à les considérer pas comme nous. Hein. Moi, je l'ai constaté quand je suis parti au Maroc. Certains étudiants qui avaient tendance à dire aux Marocains, nous sommes peut-être noirs, mais pas noirs comme eux. Hein, nous sommes un peu plus proches de vous. Et j'ai trouvé quelques noirs qui disaient, oui, mais vous êtes bizarres, vous aimez bien vous écarter de la communauté noire. Donc j'essaie d'aborder cette question-là à travers ce chapitre Gada. Et puis il y a le chapitre Bercy, où j'ai pu travailler avec un ministre ici, je pense que vous le connaissez, c'est Laurent Wauquiez. J'étais dans son cabinet quand il était secrétaire d'État chargé de l'emploi. Et là, on travaillait avec l'insertion des jeunes de banlieue dans le monde du travail. C'est une question aussi qui nous concerne aussi. Des gens qui sont diplômés, qui ont du mal à avoir accès au monde du travail. Et donc, à travers cela, il m'a amené des fois pour, dans sa politique publique, et montrer qu'il avait un jeune noir dans son cabinet. Et puis là-dedans, j'ai pu rentrer dans le débat de... Quoi? Il faut aller court? Continue. Okay. Dans ce débat de Kémy Séba, toutes ces questions concernant le panafricanisme, ce genre de choses, je pense qu'en lisant, vous allez découvrir pourquoi le rapport entre Kémy Séba, le panafricanisme et tout ça, quand j'allais rencontrer les jeunes de banlieue. Je vous laisse découvrir parce que ça sera long et j'ai l'impression qu'on nous met déjà la pression. Tout à fait, oui. Et puis, il y a le chapitre un papa chiite, la laïcité. C'est une question qui est d'actualité. Nous sommes une famille chiite. Moi, mes parents, mes frères et sœurs. Et on nous a détruit une maison. On nous a détruit une maison. On est rentré dans notre propriété privée. On a détruit notre maison parce que nous étions chiites. Et donc, je pose la question de savoir, est-ce que tous les Comoriens sont d'abord obligés d'être musulmans? Ça veut dire que si on n'est pas musulman, est-ce qu'on nous excommunie du fait qu'on ne soit pas musulman? Donc, est-ce qu'on n'a pas le droit de ne pas être musulman en étant Comorien? Parce que pourquoi je dis ça? C'est que les chiites sont des musulmans. Donc, est-ce qu'on est obligé, en étant Comorien, d'être
musulmans, sunnites, chafiites en plus. Voilà. Donc c'est là où c'est une question que j'aborde sur ce chapitre-là. Et puis il y a le chapitre ma femme. Donc ma femme aujourd'hui c'est une Comorienne. Et j'ai été confronté à la question du villagisme, c'est-à-dire que on n'est pas du même village. On nous a embêtés là-dessus. On a eu de gros problèmes. On a souffert. Je ne vous souhaite pas ce qu'on a vécu. Et donc, j'aborde cette question de villagisme dans ce chapitre-là. Par pudeur, je ne veux pas rentrer très profondément. Je vous laisse découvrir en lisant. Et puis, il reste 2 chapitres. Hein. Voilà. C'est d'aller plus vite, s'il vous plaît. Il y a français musulmans. Donc, j'aborde la question de l'islam en France. Donc, voilà. Et puis, mariage de ma sœur plongé dans la notabilité. Donc, les questions de Ukumbi, la notabilité et toutes ces questions qui font que on a tendance ici à prendre des jeunes femmes et à faire de l'argent sur elles. Voilà. Donc, les Ukumbi, c'est devenu une excuse pour faire de l'argent. Donc, je vous laisse découvrir là-dessus. Si vous voulez, on va détailler après. Et puis, enfin, rentre ou ferme-la, qui constitue le déclenchement de l'écriture du livre. C'est que j'étais confronté, à travers mes activités sur les réseaux sociaux, Facebook et consorts, à des gens qui, soi-disant, sont rentrés ou sont au pays, qui ne cessent de nous sortir l'idée que nous serions des félons, hein, nous serions coupables de félonie, c'est-à-dire de traîtrise, du fait que nous ne soient pas rentrés. Ils nous sortent tout le fait qu'ils se sont sacrifiés alors qu'ils ne sont aucunement sacrifiés. La plupart des gens qui sont là-bas, c'est des gens qui ont des postes. C'est pour ça qu'ils arrivent à nous répondre. Ils ont Internet à gogo. Ils ont des postes. Et c'est eux qui échangent avec nous sur Facebook et qui nous disent « Vous êtes des traîtres parce que vous n'êtes pas rentrés. » Moi, je leur dis « Quel sacrifice vous avez fait ?» Ah, moi, mon cousin n'a pas de poste et il n'a pas le temps de venir me dire « Rentre parce que tu es un traître. » C'est vous qui nous dites ça. Vous êtes dans des ministères, la plupart souvent par l'intermédiaire de certaines personnes qui ont un peu de pouvoir, qui vous ont recruté, et vous n'avez fait aucun sacrifice, et vous n'avez pas à nous jeter l'anathème de la traîtrise, parce que quelque part nous contribuons, ne serait-ce qu'intellectuellement. Moi j'ai apporté ma contribution, ça fait déjà 2 livres dans la littérature comorienne, d'autres financièrement. Des enfants qui vont à l'école là-bas à travers le financement de leur diaspora ici. Donc on n'a pas à subir vos espèces de réflexions à 2 balles. Et c'est ainsi que j'ai dit rentre ou ferme là. C'est par ironie, hein, parce que les gens quand ils lisent ça, ils croient que je suis en train de leur dire rentre chez toi ou ferme ta bouche. Voilà, ici, voilà, c'est par ironie ce titre-là. Ouais. Voilà. Très bien, on a pas mal de questions ici, mais avant d'anticiper aux questions, je vais bien qu'on parle un peu rapidement, comme vous l'avez fait tout à l'heure, hein, sur Juste dans son injustice. Alors, Juste dans son injustice, c'est un roman. Ça parle d'un jeune homme qui est dans son village, qui est confronté aux facteurs endogènes, aux réalités endogènes de la société comorienne, et qui voit des départs tous azimuts dans son village. Alors moi, je suis parti cette année, l'année dernière, dans mon village, et il y a pratiquement personne que je connaissais. C'est-à-dire, tout le monde est parti. Ceux qui sont les jeunes qui sont là-bas, c'est des petits jeunes que je connaissais pas, mais toute ma génération et même ceux qui sont là continuent à partir. D'autant plus que maintenant tout le monde se met dans les bateaux de fortune. Vous décrivez cette aventure, ce phénomène comme étant aventure. C'est quelqu'un, voilà, il est confronté à tout ça avec des problèmes endogènes du type ses sœurs n'ont pas de maison, ils n'ont pas de mari parce qu'ils n'ont pas de maison en dur. C'est des réalités qu'on connaît. Et un jour, on dit qu'il est un Mshenzi parce que il serait descendant d'esclaves. Donc je fais un retour sur cette histoire d'esclaves et tout à travers le roman. Et ensuite, il va finir par partir. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un ensemble de choses qui vont le pousser à bout. Et il va finir par partir. Il va croiser son chemin avec un jeune Malien qui lui aussi était dans son village. Qui partait à l'aventure. Voilà, qui est parti à l'aventure.
et leurs destins vont se croiser à travers le Maghreb, le Sahara, le problème de racisme au Maghreb, contre les Noirs et tout ça. Et donc j'aborde là cette histoire d'émigration clandestine. Il y a divers sujets qui sont là, mais on n'a pas le temps. Voilà. Oui, parfait. Je vois que les organisateurs commencent à nous harceler avec l'histoire d'or, 2 minutes. Donc apparemment il nous reste que quelques minutes. Donc avant de donner la parole au public, je vais commencer par vous poser une question à moi, parce que quand je lisais votre roman, j'ai remarqué cette sorte de cet système binaire qui est dans votre livre. Vous opposez pas mal de choses, en l'occurrence la responsabilité de la famille contre celle de l'État. Vous opposez le sexe et le pudeur, l'immigration au diaspora. Est-ce que cette façon d'écrire, vous avez fait exprès d'entamer votre description ou bien votre aventure de cette manière-là? Tu parles des 2 livres là? De Juste dans son injustice. Juste dans son injustice, c'est un roman. Mais moi, quand j'écris, il faut que je sois motivé par la question. C'est-à-dire que je ne crois pas que je pourrais écrire un roman purement fantasmagorique. J'ai besoin d'écrire sur des réalités. Donc c'est un roman, mais c'est aussi un essai, parce qu'il y a de la réflexion sur cette émigration. Et donc quand on fait une réflexion, il y a le pour et le contre. Donc il y a des personnages qui sont pour ce départ, mais il y a d'autres qui les contredisent dans les dialogues. Donc pour pas prendre parti, j'ai essayé à travers l'histoire du jeune homme, de ces gens-là, de divers personnages, d'aborder la question de l'émigration, qui est une véritable question auquel l'Afrique est confrontée aujourd'hui, en donnant les divers points de vue pour avoir une réflexion plus complète. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. On va prendre Monsieur Ankili Oussam pour sa question. Ouais. Bah, moi, j'aurais peut-être une question à Monsieur Mladjao. Pardon. J'aurais peut-être une question, une intervention, si je peux. Bah, dans le livre, dans votre autobiographie, juste l'autre, juste dans son injustice. Ah, c'est un roman. Ok. Bah, vous dites, en fait, vous vous attaquez, si je peux le dire, hein, un peu à l'identité comorienne. Enfin, vous énumérez en tout cas certains points de l'identité comorienne, que ce soit le mariage, la façon d'être, la religion. Dites que vous êtes, vous et votre famille, vos parents, vous êtes de confession, enfin, musulmans chiites, alors que la majorité des Comoriens, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais la constitution comorienne dit que ils puisent dans la religion musulmane et les sunnites en même temps. Bon, après voilà, je dis pas que j'adhère à ce fait-là, mais je dis juste que voilà, c'est un fait. Et je cautionne pas qu'on aille brutaliser des gens, soi-disant, parce qu'ils sont pas musulmans déjà, et encore moins qu'ils soient musulmans, que ce soit de tendance chiite ou sunnite. Mais voilà, moi j'ai un peu marre en fait de ces donneurs de leçons. Enfin, je dis pas que c'est vous, mais en général. Essayez d'aller directement à la question. Okay. Bah, j'en ai un peu marre de ces donneurs de leçons qui vont venir, qui disent, enfin, on est là, on est tous des Comoriens, ou en tout cas ceux qui sont là savent un peu comment fonctionnent les Comoriens ou l'État comorien. Et à vous entendre parler, je sais qu'il n'y a pas le temps, mais vous énumérez un peu le plan de vos livres. Mais la seule question en fait que j'ai envie de vous poser, mais qu'est-ce qu'on en tire en fait de tout ça? Parce que vous dites que vous parlez un peu de la religion, vous parlez un peu du mariage, comment ça se passe, mais que doit-on faire en fait? Est-ce que dans vos livres, enfin, quelles solutions alternatives vous proposez à tous ces problèmes? Enfin, si c'est vraiment des problèmes, parce qu'il y en a qui vont dire que ce n'est pas des problèmes, il y en a qui diront que ce sont des problèmes, mais si ce sont des problèmes, bah, qu'est-ce qu'on propose pour éradiquer un peu ce fléau? Bon, la question n'est pas précise. Hein. Donc, parce que là, vous n'avez pas lu le livre, on est d'accord? Ok. Donc, comme je vous disais, donc vous parlez du premier, c'est rentre ou ferme là. C'est là où je parle de chiites et tout ça, même s'il y a une petite dose de religion aussi dans le second. Alors la question, quelle est la solution que vous vous apportez?
D'accord? Donc je ne veux pas énumérer des solutions sur tout le livre. Donc on va aller dans la question que vous avez soulevée sur le chiisme, la religion. Ok? Alors il y a deux points de vue. Il y a un point de vue philosophique, ok? Et il y a un point de vue du droit, c'est-à-dire du droit constitutionnel, de la Constitution. Philosophiquement, ce n'est pas parce qu'une Constitution dit qu'une chose doit être comme si qu'on doit tous se soumettre. Sinon, on doit donner raison à Hitler, parce que c'était dans la Constitution de Hitler. Le fait qu'il y avait des races, il y a une hiérarchie des races, c'était marqué dans la Constitution du régime nazi. Donc si le fait que quelque chose apparaisse dans une Constitution, on doit tous se soumettre, moi je ne suis pas d'accord. Ok? Donc philosophiquement, je suis pour le fait que on parle de croyance. Croyance, c'est entre toi et Dieu. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à croire en quelque chose dont il n'est pas convaincu. Ok? Vous ne pouvez pas l'obliger. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais la différence qui existe entre le chiisme et le sunnisme, c'est d'abord sur le califat, par exemple. Ok? Là, je suis réducteur, mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que chez les chiites, chez les sunnites, il y a cette histoire de califat de Omar, Abu Bakr, Othman. Les chiites ne reconnaissent pas Abu Bakr, Othman et comment dire, il y a Omar. Ok? Très bien, je pense que là, non, mais je pense clairement que la réponse est claire, il n'y a pas d'obligation, donc c'est ce que l'auteur voulait dire. On va prendre rapidement monsieur Andil. Merci beaucoup. Je vais être beaucoup plus bref. Je pense que vous nous avez parlé plus de l'identité, surtout du repli sur soi des Comoriens. Ma question, en me fondant également sur l'actualité de ce qui se passe chez nous, qu'est-ce que vous pensez de ces replis insulaires très profonds de nos mentalités? Vous pensez que, est-ce qu'en étant à l'extérieur, et c'est pas le bon moment et le bon endroit de plus nous sentir plus comoriens que plus originaires de telle île ou bien plus originaires de tel village? J'ai bien compris. Bon, là, il y a une question sur le villagisme, si j'ai bien compris. D'abord, se sentir comorien avant de se sentir du village, si j'ai bien compris. Ouais, ou d'une telle île ou une autre. Ouais. Mais en général, le Comorien a l'esprit insulaire parce qu'il vient d'une île. Donc, on a tendance à avoir cet esprit insulaire, c'est-à-dire que on a tout le temps on a l'habitude de croire que ce qui arrive aux autres ne peut pas nous toucher parce que nous on est sur notre rocher là-bas, ok? Et donc on est dans notre île, ce qui arrive aux autres, on peut pas, nos sœurs ne peuvent pas aimer quelqu'un qui vient de notre continent ou de notre pays, hein? Comment dire? On est ici, on est entre nous, voilà, on peut, on a l'esprit insulaire. Et puis, il y a le villagisme, effectivement, que vous avez soulevé. Le villagisme, chez nous, c'est un mal qui frappe notre pays. C'est que on est d'abord du village, de la région, ensuite de l'île, avant d'être comorien. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. La seule solution que moi je propose, c'est que moi, par exemple, je suis né aux Comores, j'ai jamais voyagé en juin à Moélie et à Mayotte. Je ne connais pas ces îles-là. Donc, il faudrait trouver une solution pour faire en sorte que on voyage. Là, maintenant, il y a une facilité de voyage avec Interrail et tout ça. Il y a une facilité de voyage. Mais quand moi, j'étais aux Comores, je ne connaissais pas les Comoriens des autres îles. Et même encore aujourd'hui, les événements qui se font, c'est des événements d'îles. Moi, j'étais à l'université, on se retrouvait tout le temps entre grands Comoriens. Voilà. Et il faudrait trouver une façon de mélanger les gens à travers des événements comme celui-ci, des journées culturelles, mais essayer de mélanger les gens. Et c'est ainsi qu'on peut créer une cohésion nationale. Parce que
Aujourd'hui, on va jusqu'à rejeter sa fille si sa fille ramène une Anjouanaise. Ou si vous ramenez un Anjouanais. Alors que c'est un Comorien. C'est extraordinaire. Oui. Donc, comment créer une cohésion nationale, une appartenance à la nation, si au sein de nous-mêmes, si nous-mêmes on se d'accord. déteste. Donc, Très bien, on va prendre une question pour Mouini qui voulait intervenir sur rentre ou ferme-la. Moi, je voulais juste... je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement que je suis là, mais on représente l'État. Je suis là pour représenter l'État. Il y a des choses que je peux intervenir au niveau de l'État. Bon, pour la question rentre ou ferme-la, je suis de ceux qui ont écouté et qui sont partis depuis 1998. On a fait l'aventure, on est parti au pays parce que je me suis dit, bon, ici je ne trouve pas ce que je cherche, je vais chez moi. Mais ce n'est pas la peine de dire aux autres que rentrez alors que nous savons tous ce qui se passe là-bas. C'est une aventure, c'est une initiative personnelle. Il n'y a pas du paradis qui vous attend là-bas. Ça fait 17 ans que je suis dans l'administration comorienne alors que j'avais les possibilités. Je peux dire que j'avais les possibilités de rester là, mais j'ai décidé de partir. Mais ce n'est pas la peine que je critique ceux qui sont restés là, eux, que heureusement, ils sont en train de nous rendre un grand service. Donc, rentre ou ferme là, il ne faut pas écouter des questions comme ça. C'est une initiative personnelle, c'est chez vous, vous pouvez venir et soyez les bienvenus. L'État. Il y a une question. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Si vous avez une question, rapidement. C'est très important, comme a dit Mladjao, dans des séminaires comme ça, c'est très important. Quand vous soulevez des questions qui touchent la société, ce n'est pas des questions à aller très vite. Quand le jeune homme là, il a soulevé une question qui est très... Qui est touché par le facteur temps, s'il vous plaît. Bien sûr, bon, bien sûr. Acceptez-moi au moins 3 minutes. 3 minutes, non, 1 minute, pas plus. 1 minute. Sur le chiisme qu'il a dit, le jeune a parlé. Nous sommes dans un état de droit. Il y a la Constitution. Moi, je suis philosophe de formation. Je quitte la philosophie. Je reste dans l'État. Donc, il y a une loi qui a été votée et qui a été promulguée. Il a été voté par les représentants de l'État, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Pour mieux t'éclairer, jeune homme. Cette loi-là a été promulguée par le président de l'Union des Comores. Cette loi interdit toute confession religieuse. Nous sommes sunnites, chafiites. Celui qui ira à l'encontre de cette loi sera puni par la loi. Maintenant, non, c'est pour vous éclairer la chose. Il faut que vous soyez éclairés parce que vous êtes trop jeunes. Il faut que vous renseigniez. Parce que ce sujet-là est devenu maintenant dans les réseaux sociaux par rapport à une mosquée qui a été détruite. C'est une question très importante. Il y a une mosquée qui vient d'être détruite à Anjouan, à Hamadia. Donc, dans les réseaux sociaux, vous les jeunes, accros d'Internet, vous intervenez. Et quand on intervient, il faut savoir de quoi on intervient. D'accord. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Merci beaucoup. On va donner juste 1 minute à notre auteur parce qu'on a compris, on a bien compris votre point de vue. On va donner juste 1 minute à l'auteur. Alors, la Constitution dit que l'État puise dans la religion musulmane ce qui fonde son droit, pour aller plus vite. Sauf que, j'ai envie de dire, on n'a jamais vu un État rentrer dans une mosquée. C'est des individus qui prient. C'est pas l'État. Hein. L'État, je n'ai jamais vu un État rentrer dans une mosquée et faire ses prières. On est d'accord? Non, mais je vais au bout de mon argument. Hein? Non, mais je vais au bout de mon argument. En d'autres termes... Rapidement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. En d'autres termes, c'est d'abord des individus. Et quand vous dites que vous devez être sunnite, je me demande si on vous disait ici que vous devez être chrétien pour être en France. Ben oui, parce que c'est une question de croyance. Vous êtes en train de me dire, vous dictez la volonté à mon cœur. En le disant, il faut que vous soyez sunnite. Mais j'y crois pas. Je suis pas obligé de croire en Omar, en Othman. C'est écrit où ça? Pourquoi dois-je croire en des choses auxquelles je ne crois pas? C'est pas possible. Ça devient de la dictature de la pensée. Ok? C'est tout. Maintenant, nous, on ne demande rien. On nous demande juste qu'on nous laisse pratiquer notre culte. À partir du moment où on fait du mal à personne,
C'est tout simplement ce qu'on dit. Voilà. Mais- Donc maintenant, s'il y a une dictature de la croyance, hein? Mais la loi, on peut la changer, la loi. Non, mais là, personnellement, c'est pas la même constitution. La même constitution d'ici, c'est pas pareil que celle qu'on a aux Comores. Donc, je suis désolé, mais on doit s'arrêter là. Merci beaucoup. Fier d'être comorien. Fier d'être comorienne. Gazidja, Anjouan, Boélie, Mayotte, Comore United. When we see